Et on largue les amarres ce soir, on prend le large avec un amoureux des océans et des gens de la mer. Bonsoir Yann Kefelec. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain, vous êtes marin et vous publiez un dictionnaire amoureux de la mer. C'est aux éditions Plomb. Je rappelle que vous avez reçu le prix Goncourt en 1985 pour Les Noces barbares. Alors, on va commencer par une image d'actualité, je ne l'avais pas prévue. On va voir que vous êtes né à Paris, mais que vous avez failli naître en Bretagne. Vous êtes breton. Emmanuel Macron, on le voit à l'image, là, face au pape. Il présente à un moment donné Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et il dit au chef de l'Église catholique, vous voyez, il est breton. Les Bretons, ils sont partout. C'est un peu comme la mafia française. Ça fait réagir énormément aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut le prendre comme une boutade. Ça veut dire que les Bretons sont des irréductibles, mais ça ne signifie pas que nous sommes pour Emmanuel Macron ce que la mafia est pour le peuple italien, parce que nous sommes des irréductibles honnêtes. Bien entendu, c'était aussi sur le ton de la plaisanterie. On sait que les Bretons voyagent beaucoup, notamment à travers les océans. Vous êtes né donc dans la capitale française, mais vous avez failli voir le jour en Bretagne. Et ça aurait pu être sur un bateau. Racontez-nous, parce que je sais que c'est un événement marquant à la fois dans votre vie, mais dans votre rapport aux océans. Eh bien, j'ai sur mon bureau la photo de ma mère, fin août 49, enceinte, en train d'embarquer sur le Roi Gradelon à Brest. Fin août 49, elle est enceinte 2 mois. 3 jours plus tard, au lieu de naître à Brest, je nais à Paris. Alors ce n'est pas que j'en veuille à ma mère, je trouve que c'est une ironie du sort, et cela prouve bien que les Bretons sont des migrateurs, qu'ils voyagent et qu'ils font souche partout. Que représente pour vous, Yann Kefelec, les océans, la mer, au point de lui consacrer ce dictionnaire amoureux? Bien, avant tout, les océans représentent la vie. Donc je tenais à ce que la couverture de ce livre représente la planète mer et non pas la planète Terre, car nous sommes à bord de la planète mer. C'est la vie. De l'avenir des océans dépend l'avenir de l'homme. Et nous avons à cœur, nous devons aujourd'hui protéger la mer, c'est-à-dire nous protéger nous-mêmes contre nos propres comportements destructeurs. Et on va y revenir. Alors, bien entendu, on ne le rappellera jamais assez, 2/3 de la surface de notre planète sont composés d'eau. Ce sont les océans et les mers. Alors, dans ce dictionnaire, vous revenez sur les innombrables légendes, parce que vous parlez aussi des gens, bien entendu, de la mer. Et il y a un certain Éric Tabarly, un personnage que vous avez eu la chance de rencontrer. Racontez-nous. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Tabarly au début des années 60, à l'époque où j'étais dans une école de mer et où on prêtait des équipiers éventuellement à Tabarly qui s'entraînait pour sa première course transatlantique, l'Ostar, qu'il a remporté contre les Anglais, contre Chichester. C'était un homme d'une immense simplicité. J'en parlais hier avec une personne qu'il a connue dans les surprises parties et qui me disait qu'il se tenait à l'écart, qu'il n'avait pas envie de danser. Il était incroyablement réservé et c'est cet homme simple et excellent dont nous sommes aujourd'hui les héritiers maritimes et les héritiers spirituels. Et vous parlez, Yann Kefelec, des écrivains, tous ces auteurs grâce auxquels, dites-vous, la mer est devenue pour vous un personnage de roman unique au monde. La mer n'est pas c'est un personnage, mais le personnage, c'est l'homme face à la mer. La mer, c'est le destin. Et lorsque l'homme se confronte à son destin sur mer, il s'expose à la fois à toutes les chances et à tous les aléas. C'est pour ça qu'il ne cesse d'y aller. Et vous écrivez notamment « Bon écolier français dressé aux humanités et aux 2 testaments », sans oublier Victor Hugo. Je lisais « Depuis longtemps, la Méditerranée, lorsque j'y mis les pieds en 1969. Quel âge ? Point d'interrogation, ingrat. L'âge est ingrat. J'arrivais en Finistérien borné pour qui la mer, c'est l'océan. C'est la mer sans être la mer. La marée n'y est pas. Le beurre n'y est pas. » C'est pas la même chose alors, la Méditerranée et l'Atlantique? Bien sûr que si. Toutes les mers sont les mêmes. L'Atlantique, la Méditerranée, la mer Caspienne. On peut même inclure le lac Baïkal. Tout cela, c'est l'eau dont la planète Terre est pétrie. Il ne faut jamais aller vers une pièce d'eau, quelle qu'elle soit, avec ces clichés d'adolescents, comme c'était mon cas lorsque j'ai vu la Méditerranée pour la première fois. Depuis, j'ai appris à naviguer dessus, à la connaître à la fois de manière maritime et de manière intellectuelle, parce que la Méditerranée, c'est le sang de la civilisation occidentale, et j'ai une admiration folle et perdue pour la mer, où Homère a écrit l'Iliade et l'Odyssée, l'un des plus beaux textes maritimes jamais produits par l'homme. Et qui dit océan, qui dit la mer, il y a aussi les abysses. Et vous dites que Victor Hugo est un explorateur d'abysses, tout comme d'ailleurs le commandant Cousteau, et qu'on pense avoir tout inventé avec les nouvelles technologies, qu'on peut, avec la plongée aussi sous-marine, aller très loin. Les écrivains ont une force de frappe plus forte parfois. Ils ont une force de frappe, ils ont une force d'évocation qui est absolument mirobolante. C'est le cas de Victor Hugo dans son texte Philosophie, où on a l'impression en effet qu'il a exploré les mers, comme aurait pu le faire le commandant Cousteau avec des technologies que Cousteau n'a même pas connues. En réalité, c'est le génie littéraire de Victor Hugo qui est mis en scène dans ce texte philosophique, mais la mer en fait est finalement assez absente de cette évocation.
Alors vous parlez, bien entendu, c'est un dictionnaire, hein, donc il y a bien entendu un chapitrage, hein, ça va de A à Z. Et il y a des citations hein, pour ouvrir chaque chapitre. Et la première de votre ouvrage, c'est une citation d'Édouard Monique, journaliste, poète de Maurice, voire du Monde, si l'on peut dire. Et c'est ceci: j'irai au bout de vivre, sans nom, sans papier, la mer toujours attend, me nommera, on voit son visage à l'antenne. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre en exergue cet homme et cette citation? D'abord parce que j'ai énormément de tendresse pour les apatrides, pour ces gens qui viennent de quelque part, qui sont hébergés quelque part et qui finalement sont de nulle part, en souffrent infiniment et parviennent à le dire d'une manière infiniment juste et enthousiasmante, comme c'est le cas de Monique lorsqu'il dit « J'irai au bout de vivre, sans nom, sans papier, la mer toujours à temps me nommera ». Je pense que c'est la devise de tous les marins. Lorsqu'ils sont perdus quelque part, de toute manière, la mer les redéfinit et leur relance et les relance vers la meilleure expression de ce qu'ils sont. Et c'est vrai que ça fait écho à l'actualité. En général, quand on entend les mots de la mer et des océans, c'est pour une compétition, pour une traversée de l'Atlantique. On parlait d'Éric Tabarly. Aujourd'hui, quand on parle d'accoster, quand on parle de Méditerranée, d'un bateau qui chavire, c'est souvent pour parler de cette crise migratoire. Comment vous, en tant que marin et qu'écrivain, vous vivez ce phénomène? Eh bien, cette mer qui nous enthousiasme, cette mer comme ça qui rapproche les hommes, les divise, quelquefois les sépare, crée la désunion et s'exprime par cette séparation bouleversante qui est aujourd'hui celle de la migration. Donc la mer est endeuillée tous les jours par la migration, mais c'est aussi la mer vers laquelle nous allons passer nos vacances. C'est aussi la mer qui permet de nous délivrer. Encore une fois, la mer, c'est l'homme. Elle est à la fois aliénation et liberté. Et sur les dangers qui guettent l'océan, ces océans qui nous apportent tant, quels sont ces dangers et quel est votre message à vous aujourd'hui, à notre petite échelle? Que peut-on faire pour préserver justement cette immensité d'eau? Chaque homme est responsable de tous les océans en même temps. C'est le comportement individuel qui finira un jour ou l'autre par influer sur le comportement des pouvoirs en place. Il faut se révolter contre nos propres comportements. C'est extrêmement difficile, mais il faut être optimiste, il faut y croire. Un jour, la mer respirera à nouveau et elle aura bon pied, bon oeil. Prendre la mer, c'est rejoindre les autres, traverser la solitude pour avoir le bonheur de se fondre dans un milieu à visage humain. Et vous dites aussi que quand on est fasciné par la mer, Yann Kefelec, eh bien on est aussi fasciné par la vie. Ça veut dire qu'en fait, vous auriez pu titrer Dictionnaire amoureux de la vie? Oui, mais j'ai envie que la vie passe par la mer dans ce dictionnaire amoureux, ce qu'elle fait, mais vous avez entièrement raison. La mer, c'est la puissance. La mer, c'est à la fois l'océan et la terre, d'ailleurs. Ce sont les forêts. La mer, elle est absolument partout. Elle est dans l'air qu'on respire. C'est pas simplement le bord de la mer et ensuite commence l'océan, réservé à ceux qui ont le pied marin. Nous avons tous le pied marin. Nous avons tous le devoir de l'avoir par les temps qui courent. Et c'est donc un dictionnaire amoureux de la mer, Yann Kefelec, qui s'adresse à nous toutes et à nous tous, que l'on ait le pied marin ou pas, mais vous l'avez dit, on l'a tous. C'est aux éditions Plomb. Merci beaucoup, Yann Kefelec. Merci beaucoup. On va maintenant passer à l'invité de Patrick Simonin, qui nous parle... Non, on va passer à l'instant Roustan, pardon, j'allais zapper le foot. Dites donc, vous aimez le foot, Yann Kefelec? Oui, j'aime tout ce qui est sportif, tout ce qui est beau. Simplement, je n'aime pas trop l'argent autour du foot. Voilà.